Nos spécialistes ce soir, je vous les présente. Anthony Bélanger, notre expert France Info des questions internationales. Bonsoir Anthony. Face et avec vous, Manaz Shirali. Bonsoir madame. Bonsoir Patricia. Vous êtes sociologue, politiste, spécialiste de l'Iran, auteur notamment de Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné aux éditions Les Pérégrines. Ça fait écho évidemment aux manifestations qu'on a connues ces derniers mois. Et puis à côté de vous, Younes Belfella. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Enseignant-chercheur à Paris 8, directeur de MedFocus, centre de réflexion spécialisé sur le Moyen-Orient. Ravi de vous retrouver. Alors d'abord, comme chaque soir, les images dans ce Proche-Orient fébrile, dans cette théocratie secouée par 2 ans de contestation. Le régime des mollahs iraniens ce soir n'a plus de président. Ebrahim Raïssi, parmi les conservateurs les plus durs, est mort dans un accident d'hélicoptère. L'Iran a décrété 5 jours de deuil. Maryse Burgot. Ce sont les dépouilles des 9 passagers de l'hélicoptère. Parmi ces corps, celui du président Ebrahim Raïssi. Sur les lieux du crash, dans cette zone escarpée et boisée, un journaliste iranien commente. Cet accident s'est produit à cause du brouillard épais qu'il y avait dans la région et des fortes pluies dans cette jungle où je me trouve. Le président élu depuis 3 ans rentrait en hélicoptère après l'inauguration d'un barrage. 5 jours de deuil national viennent d'être décrétés par le guide suprême, c'est-à-dire l'ayatollah Khamenei. C'est en fait le vrai détenteur du pouvoir en Iran. Le président décédé n'était qu'une sorte de premier ministre, un exécutant. L'ayatollah déclare d'ailleurs ce matin que la continuité sera assurée. Ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de perturbation dans le travail du pays. Cet inconnu de 68 ans va assumer les fonctions de président par intérim. Avant la présidentielle, elle se tiendra dans 50 jours. Dans les rues de Téhéran ce matin, face aux caméras, les Iraniens ne se risquent pas à dénigrer le président décédé et ultra-conservateur. Notre président était un très bon leader, que Dieu le bénisse. Mais hier soir, des feux d'artifice ont célébré l'accident d'hélicoptère. Un opposant au régime ose nous parler, mais à visage caché. Notre jeune génération est contente qu'il soit mort. Ça nous fait bien rire. Et on le dit sur les réseaux sociaux comme Twitter. Ebrahim Raïssi était en fait impopulaire. Il a systématiquement réprimé toute opposition. Et à Téhéran, nous vous retrouvons Siavosh Ghazi. Vous êtes notre correspondant. Quelle est la situation actuelle? Est-ce qu'il y a effectivement une fébrilité du régime ce soir? Écoutez, non, pas vraiment. Il y a une mobilisation des partisans du pouvoir dans les rues de Téhéran, mais aussi en province. Donc, des appels avaient été lancés par le pouvoir pour que les gens descendent dans la rue pour faire la prière à la mémoire du président Raïssi. Donc, on constate que dans certains endroits à Téhéran, mais aussi en province, comme c'est montré dans les images qu'on peut voir actuellement, il y a des fidèles qui sont donc descendus dans la rue pour prier à la mémoire du président iranien. Le pouvoir a ficelé les choses puisque la Constitution prévoit donc un processus très organisé. Il y a un conseil présidentiel provisoire qui est formé avec la présence du premier vice-président iranien, mais aussi le président du Parlement et le chef de la justice, pour organiser des élections d'ici 50 jours, donc avec l'élection d'un nouveau président. Il y aura des obsèques d'ici mercredi du président iranien. Le guide suprême va donc faire la prière mortuaire sur les corps et les dépouilles du président Raïssi, mais aussi des autres membres, des autres personnes qui étaient dans l'hélicoptère qui s'est crashé hier dans les montagnes
montagnes du nord-ouest de l'Iran. Donc tout cela est bien ficelé. Et d'ailleurs, les différents responsables du pouvoir iranien ont affirmé qu'il y aura une continuation, notamment celui qui remplace le ministre des Affaires étrangères, qui a affirmé qu'il n'y aura pas de changement dans la politique extérieure de l'Iran, notamment dans la région, avec donc le soutien de l'Iran aux différents groupes, notamment le Hezbollah libanais, le Hamas, les Houthis au Yémen, donc qui combattent Israël. Donc il n'y aura pas de changement donc à l'heure actuelle dans la politique régionale et intérieure de l'Iran. Merci beaucoup, Siavosh Ghazi. On comprend en vous écoutant tout ce système, cette organisation qui est mise en place pour justement, parce que j'écoutais Siavosh, quand on dit que rien ne va changer, rien ne va changer, rien ne va changer, est-ce que c'est pas parce qu'on a un petit peu peur que ça change quand même ? Non, je crois que c'est un événement... C'est verrouillé quand même, le système, là, le système, il est très verrouillé, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est un événement quand même qui va avoir un après, c'est sûr. On est face à un régime dont le guide suprême, il est dans, je crois normalement, il a, 85 ans ou 86 ans. Ali Khamenei. Et donc, la succession de ce guide suprême pose beaucoup de questions dans le pays depuis des années, d'ailleurs. Ça devait être Enfin, on envisageait que le c'est un enjeu, effectivement. Donc, Raïssi, il était quelqu'un parmi les plus favoris d'être son successeur. En même temps, il y a son fils, Mojtaba, qui est il est le fils de Ali Khamenei, mais politiquement, son parrain, c'était Qasem Soleimani. Donc, il a même eu beaucoup de grades dans les échelons. D'ailleurs, il est devenu un statut de Mujtahid et par la suite le statut de Ayatollah dans l'université religieuse de Qom. Et aussi, c'est un débat qui existe entre les gardiens de révolution, l'institution la plus influente dans le système, face à d'autres institutions. On a vu des clivages avant entre Qasem Soleimani, entre Jawadi Zarif, qui était le ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, il y avait un débat sur Raïssi, surtout après les manifestations de 2022. C'était la mort de Mahsa Amini. Exactement, et toute la mobilisation populaire. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est très important, parce que je trouve que les 50 jours normalement annoncés, c'est les 50 jours les plus dangereux dans l'histoire de l'Iran depuis la révolution islamique. Exactement. Vous êtes d'accord, C'est un Game of Thrones. Je suis absolument d'accord. Ce qui est fascinant, cette histoire, tout est fascinant, tout est absolument extraordinaire. Monsieur Belfallah a rajouté, c'est un Game of Thrones, la fameuse série. En fait, il va y avoir le trône de fer et tout ça. Vous savez, c'est comme en chimie, il y a un précipité des problèmes qui s'imposent. Le régime iranien, comme le régime russe, a très peur des élections, ce qui est quand même assez étrange, puisqu'ils ont l'habitude de les truquer. Mais ils ont quand même très peur de cette mobilisation de la population qui doit se rassembler autour d'urnes, même truquées, qui tout à coup se met à parler politique et a le droit de le faire, puisque c'est une période électorale, qui a manifesté en 2022 et qui pourrait aujourd'hui saisir l'occasion pour exprimer son mécontentement, sans que le régime puisse véritablement trop intervenir pour enrayer ce type de problème. Donc, pour le régime, en ce moment, alors qu'en plus, il s'agit d'un moment stratégique pour l'Iran. Je rappelle qu'il y a 15 jours à peine, enfin un peu plus de 15 jours maintenant, l'Iran a envoyé pour la première fois de son histoire une bordée de missiles contre Israël. Alors on va y venir. Mais juste quand vous dites sur les 50 jours les plus dangereux, vous êtes d'accord Absolument d'accord. Okay. Absolument d'accord, parce que c'est un régime qui sera non pas impuissant, il ne l'a jamais été, mais qui devra choisir entre un processus électoral à conduire à son terme, éventuellement une répression de manifestations qui pourrait avoir lieu. Et c'est vraiment des moments très dangereux pour un régime comme le régime iranien. Alors, Manas Shirali, quand on a vu les images du crash, vous avez commencé à débattre avec Anthony Bélanger. Pour le moment, c'est un accident. Écoutez, moi, je ne suis pas sur place. Ça a été présenté comme tel. Mais je vais vous dire une chose, c'est que la thèse d'accident est une thèse, entre autres, parce que cela ne se produit pas dans un contexte paisible. C'est un contexte conflictuel, belliqueux. Il y a quelques semaines... Au sein même du pouvoir iranien ou à l'extérieur, vous incluez le contexte régional? De toute façon... Quand vous dites un contexte belliqueux. Le contexte régional est particulièrement belliqueux. Il y a quelques semaines, la République islamique a envoyé 300 drones et missiles sur Israël. Les personnes qui viennent d'être tuées, ils ne sont pas des enfants de cœur, loin de là. L'un d'entre eux est le boucher de Téhéran, est surnommé le boucher de Téhéran, le président Raïssi. Il a à son compte quelques 4000 exécutions. J'avais 5000, moi.
5 000, voire plus. Vous pouvez être sûr, vous avez raison. Alors donc, ce n'est pas les enfants de cœur qui ont été assassinés dans cet accident. Il ne faut pas croire que tout se passe bien. C'est un pays où il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'ennemis. Et donc, c'était un simple accident. Alors, chaque soir, ils nourrissent le débat. Il y a beaucoup de questions autour de ce crash d'hélicoptère. Ceux qui débusquent le vrai du faux, ce sont les chroniqueurs de notre équipe, vrai ou faux. Et elle est portée ce soir, cette chronique, par Anaïs Cruz. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Donc on vient de rappeler le contexte. On voit que tout le monde n'est pas d'accord sur ce qui a pu se passer. Et sur les réseaux sociaux, il aura suffi de quelques heures pour que les fausses informations se multiplient. Oui, et notamment en ce qui concerne les images du crash, on en a parlé. Juste après la disparition d'Ebrahim Raïssi, on a vu circuler certaines photos, certains internautes qui ont posté des clichés bien avant qu'on ait des images officielles d'ailleurs qu'on a pu voir à l'écran. Alors d'après ces comptes, vous voyez, il s'agirait de la carcasse et des débris de l'appareil retrouvé dans la forêt, sauf que ça a été vérifié par des journalistes fact-checkers de la BBC. Et en fait, ces photos qui sont apparues très vite sur les réseaux sociaux ont été prises suite à un accident d'avion de la police iranienne dans la province de Mazandaran en Iran. C'était en 2020, donc absolument rien à voir. Et puis il y a une autre vidéo qui a beaucoup circulé et qui montrerait, elle, le lieu exact du crash. Vous allez voir, c'est celle-ci. Elle a été vue plus de 2 millions de fois sur Internet et on y verrait l'hélicoptère du président iranien en train de s'écraser dans une zone montagneuse. En réalité, eh bien, il s'agit d'un accident d'hélicoptère qui n'a pas eu lieu en Iran, mais en Géorgie, et c'était en juillet 2022. Donc là encore, c'est cliché, cette vidéo n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Iran. Alors ça va même plus loin, nous dites-vous ce soir, parce que pour certains, en tout cas sur les réseaux, le président iranien serait même encore vivant. Oui, exactement. Regardez cette photo qui a été diffusée par un compte postant régulièrement des contenus pro-Kremlin. On y voit donc le président iranien et l'équipage sortir de l'hélicoptère qui aurait donc atterri sans difficulté. Mais là encore, vous allez le voir, il s'agit d'une image qui a été détournée puisque cette photo a été prise en juillet 2022. À ce moment-là, eh bien, le président iranien s'était rendu à l'est de Téhéran où d'importantes inondations avaient eu lieu. On rappelle la mort d'Ebrahim Raïssi ainsi que des passagers de l'hélicoptère a bien été confirmée par les autorités du pays. Et ces fausses informations que vous nous débusquez ce soir sont même parfois annoncées par des médias, par certains médias. Oui, exactement. On va regarder cet extrait, puis on en parle juste après. Le Hamas aussi apparemment a réagi. Oui, alors le Hamas réagit il y a quelques instants, ou en tout cas peut-être pas le Hamas de manière officielle, s'il peut réagir de manière officielle, mais en tout cas un groupe du Hamas qui s'exprime sur le Telegram affirme que le pilote de l'hélicoptère serait un agent du Mossad. Il donne même son nom, Eli Kubtar. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bien entendu, tout cela fait partie de ces rumeurs qui circulent. Voilà, vous l'avez vu, il s'agit d'un extrait d'un journal télévisé de la chaîne I24 News. Et le journaliste en plateau relaie cette information. Le pilote de l'hélicoptère serait un agent israélien infiltré du nom d'Eli Koptar. Une information assez étonnante qui a poussé... Il y a une drôle de sonorité quand même. Certains internautes, exactement. Si on voit pas le calembour quand même, c'est exactement. Certains internautes ont remonté le fil. Alors effectivement, cette affirmation, on la retrouve bien sur un compte Telegram. Elle ne sort pas de nulle part. Un compte Telegram des brigades Al-Qassam que vous voyez à l'écran, la branche armée du Hamas. Vous allez voir la traduction automatique qui apparaît simultanément. Il semblerait bien, on le voit, que cette phrase s'apparente plutôt à une mauvaise plaisanterie. On voit bien le jeu de mots hélicoptère si on parle d'un accident d'hélicoptère, mais cette intox pourtant assez évidente a été relayée telle qu'elle par la chaîne israélienne, la chaîne d'information continue. Merci beaucoup Anaïs, c'était très intéressant, passionnant comme chaque soir. Qui veut réagir à ce que disait Anaïs? Vous regardez vos visages et je vous voyais réagir. Il y a une chose qui me frappe beaucoup, c'est que l'histoire, vous savez, de Raïssi qui ne serait pas mort, en fait, ça rejoint un très grand mythe du chiisme duodécimain en plus, qui est le mythe de l'imam caché. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui, à la fin des temps, reviendra pour sauver l'humanité, le Mahdi, et qui est donc le 12e imam. Et donc, le chiisme entier est porté par cet espoir de l'imam caché. Donc, en fait, c'est une façon, d'une certaine manière, de reprendre le fil de l'histoire de l'histoire iranienne ou de l'histoire du chiisme iranien. C'est encore une fois tout ce qui est contenu dans ces infox. C'est-à-dire, non pas quelque chose de vrai, ajouter quelque chose de faux, mais c'est quelque chose de complètement faux, mais qui
rappelle peut ou résonner. qui évoque quelque chose dans la culture et Les la... situations difficiles, les situations compliquées appellent toujours à des théories complot. Donc, en ce moment, le terrain iranien est très fertile de la propagation des théories de complot. Hier, par exemple, mes internautes, mes jeunes disaient « Ah, si ça se trouve que demain, on retrouve Ebrahim Raïssi et son équipe à Tel Aviv. Ils ont été volés, kidnappés par les Israéliens. » C'est complètement incongru. Vous disiez tout à l'heure, je parle des théories de complot. Non, pas les théories du complot, mais vous disiez tout à l'heure, le Proche-Orient est inflammable en ce moment. Ça n'a jamais été aussi tendu entre Israël et l'Iran. Est-ce que c'est complètement incongru d'imaginer que ça arrange aujourd'hui les Israéliens que... Je crois qu'il faut. La théorie d'Israël, elle est loin d'être vraie. Même les Israéliens ont nié. C'est pas un fait d'Israël. Et je crois même Washington, elle est au courant de ce qui se passe. Parce que c'est très intéressant qu'on voit les choses quand même avec un regard géopolitique. Ce qui se passe aujourd'hui, certes, il est lié à une crise de régime. On ne peut pas la négliger comme étant un facteur très important. Donc régime interne à Téhéran. Régime interne. Demain, c'est un jour très important pour Ali Khamenei parce que les funérailles du président Raïssi doivent mobiliser le maximum de la population parce que c'est un référendum sur la légitimité du régime politique. Exactement. Et on va faire un comparatif avec les funérailles de Qasem Soleimani en 2020. Ça, c'est un élément qui est très important pour les régimes. Qasem Soleimani, il faut rappeler, parce qu'on n'est pas tous des... Oui, mais c'est le chef des gardiens de révolution qui a mené plusieurs guerres dans la région du Moyen-Orient. Et parlant du Moyen-Orient... Qui a été tué par un missile américain, effectivement. Et donc les Américains l'ont avoué, donc ce n'était pas quelque chose Je tiens à dire que ce genre de manifestation de pouvoir de régime ne signifie pas grand-chose. Et ce n'est pas le synonyme des référendums. C'est un pays affamé. Ce sont les Iraniens qui ont appauvri. Et quand il y a des cérémonies de deuil, il y a à boire et à manger. Si demain, vous voyez les gens sur les écrans, ce n'est pas que tous ces gens qui sont là, ils approuvent ce régime. Au contraire, c'est que cette population a appauvri. Cette population est affamée. Et si demain, il y a des cérémonies de deuil, c'est à manger et à boire. Il ne faut pas l'oublier. Vous savez, moi, j'aimerais bien juste souligner un point, mais je suis d'accord avec vous sur le fond, sauf que moi, ça fait des années, je suis contre ce régime, bien évidemment, totalitaire et théocratique, mais j'entends l'opposition iranienne à chaque fois me dire que c'est la fin de ce régime, et ce n'est plus le cas. On est quand même face à un régime qui a utilisé l'affaire nucléaire comme étant une assurance vie pour négocier avec tous les partenaires. Même Ebrahim Raïssi, il y a quelques semaines, il a négocié avec les Américains à Sultanat de Mont concernant ce projet. Les enjeux sont très élevés. Quand on analyse l'Iran aujourd'hui, ce n'est pas un pays qui a des frontières géographiques, c'est un pays qui a des frontières politiques. Ce qui arrive en Iran aujourd'hui n'était pas arrivé depuis le XVIe siècle. L'Iran, ça varie. Un pays qui a accès à la mer Rouge, un pays qui a accès à la Méditerranée orientale, un pays qui a une influence dans tout le Moyen-Orient, le Liban, le Yémen, la Syrie et l'Irak. Et il faut voir aussi les messages de condoléances envoyés aujourd'hui par les pays arabes, par l'Inde, par le Pakistan. C'est très intéressant. Et la minute de silence demandée à l'ONU. J'ai juste une question, parce que je suis sûre que la géopolitique passionne tout le monde, on va s'y plonger. Ce que les gens, à mon avis, se souviennent de l'Iran ces derniers mois, c'est Mahsa Amini, les jeunes femmes qui enlèvent leur voile, tous ces jeunes enfermés, condamnés à mort dans les prisons, ce mouvement étranglé sur lequel les mollahs ont marché sur la tête. Est-ce que il y a une possibilité que ça ressurgisse? Est-ce que la jeunesse, l'opposition, c'est ma question, est-ce que ça peut revenir? L'Iran est un pays révolutionnaire. Depuis 1979. Depuis 1979, les Iraniens n'ont jamais cessé de manifester. Ils n'ont jamais cessé d'être mépris, d'être réprimés, mais ils n'ont jamais cessé de manifester. Les dernières manifestations, 2009, 2019, 2022. À chaque fois, des millions de personnes dans les rues. Et à chaque fois, vous avez raison de souligner, le régime a su reprendre la main. Parce que lui aussi est issu d'une révolution et sait comment faire pour réprimer un régime, pour réprimer une manifestation ou des manifestations aussi importantes. Je vais vous donner un exemple. 2022. Mahsa Amini, vous avez des millions d'Iraniens dans les rues. Et pour la première fois, alors que d'habitude c'est souvent soit les villes, soit les campagnes qui manifestent, les villes 2009, les campagnes 2019, c'est un peu tout le monde, et les filles et les fils de tout le monde, qui manifestent dans toutes les rues du pays. Le régime lâche du lest. C'est-à-dire, dans les premiers mois, retire sa police des mœurs, explique qu'il va falloir négocier, explique qu'il va falloir se comprendre. Oui, même sur le port du voile, être un peu plus souple. Sur le port du voile, être un petit peu plus souple, faire des compromis, etc.
passent quelques mois et comme des gros chats, ils attendent que le mouvement s'essouffle un peu pour reprendre la main. Et depuis avril, clairement, depuis maintenant un mois et demi, parce qu'ils ont estimé que le moment était grave, ils ont remis dans les rues la police des mœurs, ils ont recommencé à exécuter des dizaines de prisonniers. Je rappelle que l'Iran fait partie des pays qui exécutent le plus au monde et ils ont même fait condamner à mort ce fameux rappeur. Ça fait un peu mobiliser tout le monde, Et donc on voit qu'en ce moment, il y a un raidissement du régime. Pourquoi y a-t-il un raidissement du régime ? Ça, c'est pour la deuxième partie de la réponse. C'est tout simplement parce que le régime, en ce moment, on est en train de lui poser une question existentielle. C'est la question de sa place au Moyen-Orient, qui a été mise en évidence avec son soutien au Hamas et la guerre que Israël mène contre le Hamas, mise en évidence par le fait que, vous l'avez souligné, le régime iranien a envoyé 300 missiles et drones sur Israël pour la première fois dans son histoire, et que donc ils estiment que ce n'est absolument pas le moment d'avoir en plus des soucis à l'intérieur. Alors je voudrais clôturer cette analyse d'Anthony et cette page en citant Hadi Gaemi, si j'écorche pas son nom, qui est le directeur du Centre pour les droits de l'homme en Iran et qui parlait de Monsieur Raisi en disant il était le pilier, voici ce tweet, ou ce propos en tout cas, il était le pilier d'un système qui emprisonne, torture et tue les personnes qui osent critiquer les politiques de l'État. On referme, et on en reparlera avec vos questions, ce chapitre sur... On a compris que c'était un chaudron bouillonnant, ce régime des mollahs, et pas aussi tranquille et tenu que ce qui pourrait bien sembler. Vous me dites tous, géopolitiquement, ça va être très compliqué. Israël, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. En quoi la mort du président iranien déstabilise, simplement, s'il vous plaît, madame et messieurs, est un facteur déstabilisant pour la région aujourd'hui? On est en face d'un régime qui n'est pas comme les autres. Ce n'est pas un régime qui repose sur ses membres, sur les ministres, sur son premier ministre, il n'a pas de premier ministre, mais sur son président de la République. C'est un régime qui est un pouvoir répressif et il repose sur ses soldats et sa capacité de tuer, d'étouffer, de torturer la société. Ça, c'est à l'intérieur, mais à l'extérieur. Pourquoi c'est important? Non, mais c'est important. La question a sa valeur. Pourquoi c'est important aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change pour la guerre à Gaza aujourd'hui? Est-ce que ce qui se passe là en Iran inquiète l'Arabie Saoudite? Est-ce que ça inquiète les Émirats? Je pense que ça va détruire cette image d'omnipuissance dont mon voisin vient de parler en disant que l'Iran est un pays puissant. C'est un pays, c'est un pouvoir politique qui n'arrive même pas à assurer la sécurité de son président et de son ministre des Affaires étrangères. Un pays aussi fragile, des gens aussi incompétents et incapables de garder les membres importants de leur gouvernement. Alors comment ils veulent régner sur la région? Ça va casser l'image de la République islamique. Je crois qu'il faut qu'on voit les choses avec beaucoup plus de réalisme et d'objectivité. Premièrement... Merci, ça veut dire que je n'ai pas de réalisme ni d'objectivité. C'est très gentil de la part d'un jeune homme. Non, mais c'est pas ça. Mais il faut qu'on voit les choses, parce que quand vous dites... Parce que vous, d'après ce que j'ai entendu, en fait, vous suspendez l'hypothèse que l'opération soit faite par le régime. C'est ça? Moi, j'envisage toutes les hypothèses. Je ne suis pas comme vous, écartée avec le lendemain de l'accident. Quand vous dites l'hypothèse faite par le régime, ça veut dire qu'au sein des mollahs, c'est un règlement de compte qui pourrait être derrière l'accident? C'est pas seulement un règlement de compte. Je vous ai parlé qu'il y a un enjeu de succession de Ali Khamenei. Donc certainement, il y a un jeu de chaises, un jeu de pouvoir qui existe dans tous les pays du monde. Maintenant, l'Iran a sa façon de faire. Moi, je suis un petit peu les déclarations qui sont faites par les responsables. Ça fait quelques mois, l'ancien président Hassan Rouhani, il a fait des déclarations et c'était quelqu'un qui était à certains moments qui voulait à certains réformateur. Tout à fait, et qui voulait à certains moments être le successeur de Ali Khamenei. Je vais vous dire un truc. Il y a des signes qui sont très importants. Vous savez, le turban là qui est fait sur Brahim Raisi en noir. Il a une différence avec le turban en blanc. Ce monsieur, parce qu'il est considéré comme étant, il appartient à la dynastie hachimite, donc il a un rapport familial avec le prophète, donc il a plus de légitimité d'être le successeur de Khomeini que Hassan Rouhani. Vous nous dites que tout ce qui se passe là, ça pourrait être la guerre de succession pour le guide suprême. Il y a une symbolisation extrêmement forte. Maintenant, pour parler géopolitique, je ne crois pas que ça va changer quelque chose, parce que toujours Ali Khamenei, le guide suprême qui est le pouvoir, il est toujours là.
sur la politique étrangère. Younes, et aujourd'hui, on a vu Israël aller bombarder des groupes pro-iraniens en Syrie, par exemple. C'est pas la première fois qu'elle le fait. Non, mais est-ce qu'Israël ne peut pas profiter de l'occasion aujourd'hui? Écoutez, le principe de base, c'est qu'on a déjà essayé la guerre contre l'Iran, ça n'a jamais marché. C'est-à-dire excusez-moi, mais il y a eu 8 ans de guerre entre l'Iran et l'Irak, ça a fait des centaines de milliers de morts, et personne n'est jamais arrivé à aller au-delà des 20 km de frontière à l'intérieur de l'Iran. C'est au fond, vous savez, l'axiome du célèbre de Machiavel, qui disait « n'attaquez jamais un pays en révolution ». Donc, ce que j'essaie de dire par là, c'est que le point de base, c'est que l'Iran, c'est un géant démographique dans la région, 80 millions d'habitants, et que l'Iran, depuis 40 ans, essaye de montrer que sa révolution, ou sa version de la théocratie, peut s'exporter dans le reste du Moyen-Orient, au moins auprès des chiites du coin. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que dans les 50 jours qui viennent, c'est pas que le régime va changer, c'est que l'Iran va être empêché. C'est-à-dire qu'il va y avoir une période de 2 mois pendant laquelle les dirigeants iraniens vont être avant tout préoccupés de l'intérieur, de leurs affaires intérieures, avant de se préoccuper de savoir ce qui se passe en Syrie. Aucun de vous répond à ma question. Alors peut-être qu'elle est très bête, mais est-ce que Israël, qui sort du 7 octobre, vous m'avez tous rappelé que l'Iran avait attaqué Israël récemment avec des drones et des missiles. Est-ce que aujourd'hui, même si Netanyahou vient de se voir rappeler à l'ordre par la Cour de justice internationale, est-ce que personne se dit en Israël ou ailleurs d'ailleurs, le pays est plus faible, on peut prendre l'avantage sur... On rappelle que l'Iran soutient le Hamas quand même. C'est extrêmement dangereux. Ça fait partie, si vous voulez, ça fait partie des hypothèses qui ont été agitées depuis le début, c'est-à-dire Israël pourrait en profiter. Mais d'abord, Israël et l'Iran se sont fait une explication de texte il y a 15 jours de ça, en s'envoyant mutuellement des missiles. Israël en détruisant une annexe de l'ambassade à Damas, et l'Iran en envoyant une bordée de missiles sur Israël, qui est déjà en soi une grande nouveauté. Donc il n'y a aucun intérêt pour les Israéliens. Israël a poussé un avantage qui n'en serait pas. Un avantage qui a de toute façon qui a abouti la dernière fois à plutôt un équilibre avec tout le monde est reparti content de sa propre réaction. Et je rajouterai à ça qu'Israël doit s'intéresser à chercher Yahya Sinwar et les dirigeants du Hamas parce qu'elle a d'autres choses à faire et qui sont plus urgents, à libérer les otages qui sont à la bande de Gaza plutôt que de voir la question iranienne. Mais vous me confirmez qu'il y a un lien entre Hamas, j'ai pas rêvé, il y a un lien entre le Hamas et l'Iran. Bien sûr, mais un lien beaucoup plus lâche qu'on l'imagine. Il faut être aveugle pour ne pas voir le lien entre le Hamas. Un lien beaucoup plus lâche qu'on l'imagine. Le Hamas a quand même une marge de manœuvre. Une marge de manœuvre stratégique extrêmement importante. Bon, par ailleurs, Israël, effectivement, est occupé en ce moment, on en a suffisamment discuté ici, entre, effectivement, vous avez raison, la guerre qu'elle mène au Hamas, mais aussi la guerre qu'elle mène en sous-main aussi contre le Hezbollah, ou les frappes qu'elle opère en ce moment en Syrie. Mais qui est liée à l'Iran aussi. Ça suffit à son bonheur ou à son malheur. C'est pas dès le début, les dirigeants de l'opposition iranienne ont dit aux Israéliens il faut viser la tête du serpent à Téhéran. C'est Téhéran qui était derrière les attentats du 7 octobre. Les Israéliens ne sont pas aveugles, ils le savent, nous aussi, nous savons qui est derrière. Pareil ici, c'est Ali Khamenei. Exactement. Je suis d'accord avec vous, mais ceux qui détiennent le pouvoir de dire à Israël allez attaquer l'Iran, clairement, jamais. C'est les Américains. C'est les Américains. Il faut pas qu'on néglige que les Américains ont bien géré la crise. Le comportement de Biden était très rationaliste par rapport à ce qui s'était passé. Parce que sinon, on pouvait être dans une guerre régionale extrêmement forte, voire un signe de guerre mondiale. N'oubliez pas que les principaux alliés de l'Iran, peut-être que vous êtes d'accord avec moi, c'est la Russie et la Chine. Et là aussi, pour nous en Europe, ça nous intéresse énormément de voir cette alliance entre ces 3 pays. Peut-être que oui, la participation de l'Iran en Ukraine à travers les drones, ça peut être influencé. Mais là, par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, je ne crois pas qu'il y a un grand changement parce que les gardiens de révolution restent toujours les maîtres de jeu dans cette affaire. Maintenant, il faut attendre un changement dans le régime. Et là où je suis d'accord avec vous, et certes, les manifestations 1, 2, 3, 4 fois certainement vont amener à avoir un changement. Ça, c'est sûr et certain, sans parler bien évidemment, et là, bien évidemment, je suis très, très solidaire par rapport à toutes les déclarations qui sont faites par l'opposition iranienne concernant les crimes qui sont faits par ce régime. Depuis des années, personne n'en parle. Vous savez, la situation, disons que la région est dans une impasse. Israël est pris par le Hezbollah, par le Hamas. Il sait qui est derrière les attentats du 7 octobre, mais il ne peut pas réagir parce que les Américains ne lui permettent. De l'autre côté, l'Iran aussi est dans une impasse.
les Iraniens ne veulent plus de leurs dirigeants, mais ils sont en face des gens qui les tuent. Et les Iraniens qui sont devenus trop modernes, ils n'ont pas envie de mourir. Ils veulent une meilleure vie, mais pour cela, ils ne sont pas prêts à sacrifier leur vie. Les Iraniens sont dans une impasse. L'Israël est dans une impasse. La région, l'Arabie saoudite est dans une impasse. Et ce genre de meurtre, d'accident, arrange tout le monde. D'où le déferlement de joie que nous avons vu depuis hier. Vous avez des témoignages dans ce sens-là. Anthony voulait voir les images de l'artifice. Vous en avez eu beaucoup. Vous savez, mais pas seulement en Iran. Vous savez, j'ai vu les réseaux sociaux en Syrie, en Irak, au Liban, on sent qu'il y a un esprit de vengeance divine par rapport à ce qui s'était passé hier. Certes, le comportement de l'Iran, on le connaît bien, c'est sûr et certain. Par contre, il y a aussi un autre élément que j'aimerais bien discuter avec vous, c'est l'hélicoptère, l'infrastructure, parce que je vois aujourd'hui Rouhani fait la déclaration que c'est à cause de l'embargo américain. Je vous interromps parce qu'on voit les images. Regardez, vous parliez de célébration. On voit ces feux d'artifice qui ont été notamment publiés sur les réseaux. Et Anthony, vous vouliez... c'est rare que vous ayez du mal à vous imposer, mais ce soir, on a trouvé... Non, mais moi, je suis très content. Pourtant, il faut laisser parler. Ce que j'essaie de dire, c'est que la même analyse, tout le monde est dans l'impasse, peut conduire exactement à la conclusion inverse. C'est-à-dire que tout le monde peut être ravi, on le voit là, il y a des images effectivement de bonheur aussi qu'on a pu noter au Liban, où le Hezbollah n'est pas forcément aimé par tout le monde, en Iran, en Irak aussi, en Irak, en Syrie. Mais il y a une chose importante, c'est qu'il faut bien séparer les populations et le régime. Les régimes ont un peu peur de ce qui peut arriver. Les régimes détestent l'instabilité. Là, vous parlez des voisins, Anthony. Je parle des voisins. On revient tout à l'heure à la géopolitique, à la question que vous posiez. Si l'Arabie saoudite a immédiatement proposé son aide, et aujourd'hui s'est retranchée derrière ses frontières pour dire qu'elle n'approuvait ni ne condamnait, enfin je veux dire qu'elle était là pour soutenir le peuple et donc en fait le régime iranien. C'est parce qu'elle vient de conclure, notamment avec Raïssi, une sorte de paix des braves, qui durera ce qu'il durera, mais dont l'Arabie saoudite a besoin. Je me pose la question si ça va durer après Raïssi. C'est une autre affaire. Et pareil pour la réconciliation avec l'Azerbaïdjan, qui est un allié d'Israël. C'est une autre affaire. Mais pour l'instant, il y a une volonté il y avait une volonté au sein du gouvernement iranien de choisir ses ennemis et de ne pas les multiplier. Donc il y avait des tentatives d'apaisement du côté de l'Azerbaïdjan, du côté de l'Arabie saoudite, et on peut même dire que la façon dont l'Iran a répondu à l'attaque d'Israël de l'annexe de l'ambassade d'Iran à Damas, c'était le 1er avril, était un modèle de modération, d'une certaine manière, et de prévention. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord appelé les Américains, leur ont expliqué ce qui allait se passer, leur ont dit qu'ils allaient envoyer 150 drones, et quelques missiles quand même balistiques qui sont détestés. Ils ont fait la même chose pour Qassem Soleimani. Quand ils ont promis la grande vengeance, l'Iran ne voulait pas de guerre, ça arrangeait tout le monde, ne voulait pas la guerre régionale, tout le monde a été particulièrement régional, vous avez raison de souligner aussi, les Américains ont joué leur rôle, et un rôle très important, beaucoup plus qu'on l'imagine. Donc on voit bien que cette incertitude née de la mort du président Raïssi est un moment très délicat. Attendez, je voudrais juste rajouter ça. Les alliés du Hamas, vous parliez du Hezbollah, on a parlé Hamas, Hezbollah, il y a aussi les rebelles Houthis, je les cite juste parce qu'ils étaient aussi soutenus par les Iraniens, et tous ces groupes se revendiquent, eux, d'un axe de résistance face à Israël. C'était juste pour remettre le contexte. J'ai une question sur le Hamas, dont on sait... Pour compléter ce qui vient d'être dit. Je cède. Allez-y. Merci. Tant que Téhéran n'accède pas à la bombe atomique, il ne veut pas de guerre. Mais le jour où il a sa bombe, là, il faut avoir peur. Si il tergiverse, si la République islamique ne se lance pas dans une guerre ouverte, c'est parce qu'ils n'ont pas encore la bombe. Le jour où la République islamique se dote de la bombe atomique, alors là, même nous à Paris, nous devons avoir peur. Tout à fait. Je suis d'accord, et j'ajouterais même que c'est grâce à ce projet nucléaire qu'ils arrivent à négocier avec toutes les parties prenantes et à s'imposer. C'est une assurance vie pour ce régime. En fin de compte, ce régime, il n'a rien fait sur le plan économique, il n'a pas de développement. J'allais tout à l'heure parler d'hélicoptères. Vous savez, cet hélicoptère, il était acheté pendant l'époque du Shah. Oui, c'est ça. C'est vraiment de Shah d'Iran. Avant la révolution, en termes d'infrastructure, c'est un pays qui souffre énormément. Vous pouvez être d'accord ou non, mais les sanctions occidentales ont amené quand même à baisser l'infrastructure du pays. Maintenant, effectivement, ce pays... Il nourrit le nationalisme par le projet nucléaire,
par la haine contre l'Occident et par Israël. C'est le seul élément de légitimité qui reste toujours. Maintenant, avec les mouvements de jeunesse, oui, c'est pour ça que c'est grâce aux jeunes qu'on voit, et les mouvements bien évidemment de femmes aussi, là on voit quand même qu'il y a une opposition qui est extrêmement Gardez votre énergie. On fait une grande place à Florence et à vos questions. Et j'imagine qu'avec tout ce que ça vous inspire, on aura de quoi répondre à nos téléspectateurs. Exactement, parce qu'on a beaucoup de questions ce soir sur les circonstances de cet accident, mais aussi sur ses conséquences. C'est le cas de Pierre, regardez, qui nous écrit « Est-ce que l'État iranien ne peut pas essayer de faire croire que la mort de Raisi n'était pas accidentelle et donc pointer du doigt un acte terroriste ou Israël ?» Là, c'est l'inverse. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que normalement, en Iran, depuis 45 ans, une mouche tombe, on dit c'est à cause des Israéliens. Et la personne ne dit plus rien. Donc, systématiquement. Et c'est la première fois que Israël, on n'en parle pas, on ne dit pas que c'est un accident. C'est arrivé comme ça, et que personne depuis hier n'a évoqué le mot Israël. Ça, c'est significatif. Alors, c'est très important, la question que pose Pierre est très importante. D'abord parce qu'on ne va pas commencer à ouvrir la boîte à claques, c'est-à-dire l'idée que comment alimenter la théorie du complot. L'idée, ce n'est pas ça. Non, lui, il dit l'inverse. Tout à fait. Donc l'idée, c'est vraiment de garder la version la plus ennuyeuse, qui est généralement la plus vraie. Donc lui, ce qu'il dit, c'est est-ce que le régime ne va pas essayer de faire croire que c'est dû aux autres. Non, parce qu'il n'a absolument aucun intérêt à la guerre. À partir du moment où vous imaginez que le régime dise il s'agit d'Israël, qui a donc tiré sur le président de la République islamique d'Iran et son Premier ministre et son ministre des Affaires étrangères. Ça devient une affaire d'État. Ça devient une affaire d'État qui nécessite... Je rappelle que la dernière fois que, par exemple, que l'Iran a envoyé, enfin encore une fois, cette bordée de missiles et de drones sur Israël, c'était parce qu'Israël avait simplement, entre guillemets, détruit une annexe de l'ambassade d'Iran à Damas. Vous imaginez bien l'amplitude, la magnitude de la réaction si l'Iran devait admettre... Donc votre réponse à tous les deux est non. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Oui, Florence. On a également Soha qui nous demande toujours sur les conséquences de ce décès. Quelles conséquences la mort du président iranien aurait-elle sur les relations de l'Iran avec le monde? Donc ça, c'est assez vaste. Mais cela pourrait-il changer la position de l'Iran par rapport à la guerre à Gaza? Absolument pas. C'est très précis. Je tiens tout simplement à vous dire que le président qui vient d'être tué n'était même pas capable à formuler une seule phrase en persan, sa langue maternelle. Oui. D'accord? C'est un individu qui n'a même pas fini l'école primaire. D'accord? Alors donc, qu'on vient pas me dire qu'il représentait un danger quelconque pour qui que ce soit. C'était un simplette. Alors que là, maintenant, il est parti. Je peux vous garantir que sur le plan international, pour la République islamique, ça ne change rien. Par contre, il y a un grand risque de l'effondrement interne si jamais les Iraniens qui soutiennent encore cette minorité des Iraniens qui soutiennent encore ce régime, s'ils pensent que c'est Israël qui est derrière et que la République islamique n'ose même pas prononcer le mot d'Israël, alors là, on peut s'attendre à un effondrement. Madame et messieurs, qu'est-ce qu'on répond à la question? Parce que vous n'avez pas répondu à la question. Permettez-moi de répondre en 2 mots à la question. Le président de la République en Iran n'a aucun pouvoir. Le pouvoir est entre les mains du guide suprême, Ali Khamenei, quoi qu'il arrive. Surtout sur les questions internationales. Toutes les questions internationales. Est-ce qu'après cette mort, est-ce que ça va changer quelque chose à la position de l'Iran par rapport à la guerre de Gaza? La position de l'Iran vis-à-vis de la guerre, par rapport à la guerre de Gaza ne se prend pas au niveau du président de la République, il se prend au niveau du guide suprême. Et comme il n'a pas changé, ça ne changera pas. Plus les gardiens de révolution, le guide suprême, plus les gardiens de révolution, je rajouterai 2 éléments. C'est que les remplaçants maintenant de Brahim Raisi, c'est son vice-président qui a travaillé depuis 2007 jusqu'à 2021 dans le cabinet de Ali Khomeini, d'accord, et qui a géré les entreprises même des gardiens de révolution à un certain moment. Et celui qui va remplacer le ministre des Affaires étrangères, c'était aussi vice-ministre qui a géré le dossier de négociation de l'arme nucléaire avec les États-Unis. Donc là-dessus, c'est la continuité. Pas de changement, c'est la continuité. Et c'est aussi le message que le régime veut faire passer. C'est la question de la continuité, parce que c'est la continuité qui assure pour le régime, soi-disant, sa stabilité, bien évidemment. Vous répondez du coup un petit peu à la question aussi de Nicolas, qui se demandait, peut-on espérer que l'élection d'un président moins radical dans les prochaines élections intervienne? Oui, c'est intéressant. Est-ce que c'est
possible. Parce qu'en fait, les Iraniens, pendant des années, ont cru à cette espèce de mascarade. Mais l'Occident, à certains moments. Et l'Occident, moi, je me souviens même avoir commenté assez merveilleux un président mais modéré. oui, il y a eu Rafsanjani, il y a eu quand même, pardon Anthony, des présidents qui étaient plus modérés. Qui correspondaient à des moments d'ouverture où l'Iran avait besoin, pour des raisons de sanctions, je rappelle que quand même l'Iran est un pays sous sanctions depuis 40 ans, qui avait besoin de respiration économique et qui avait besoin d'une meilleure gestion économique. Donc on confiait à des gestionnaires dits plus modérés l'économie iranienne pour voir s'ils se débrouillaient mieux que les idéologues ultra-conservateurs, comme Ahmadinejad, on se souvient, élu 2 fois, ou encore monsieur Raisi, qui lui est encore plus qu'un ultra-conservateur, puisqu'effectivement, il est même inculpé par la Cour pénale internationale. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que cette période-là, je crois, s'est refermée pour tous les Iraniens, qui ne font plus vraiment la différence entre les uns et les autres. Ils ont affaire, à force de manifestations, ils ont fini par comprendre qu'ils avaient affaire à une unité du régime et que donc l'élection d'un président ne posera pas en soi. C'est pas le nouveau président qui pourrait être dangereux ou qui pourrait changer les choses. C'est le processus électoral de 50 jours qui s'ouvre qui sera passionnant à regarder. Mais juste, pardon, il n'y aura pas de... Je vais essayer de me faire l'écho de nos téléspectateurs. Il n'y aura pas dans les 50 jours qui vont venir de candidats labellisés réformateurs à la prochaine élection. Le candidat sera choisi par le guide suprême. Conservateur, c'est fini en Iran. C'est fini. Le régime s'est radicalisé depuis 3-4 ans. Les Iraniens savent qu'il n'y a aucun espoir dans l'amélioration de cette kleptocratie criminelle. Kleptocratie, ce n'est pas une théocratie, c'est un système de mafia. Ce n'est plus du tout une idéocratie comme c'était après la mort de Khomeini. Là, la République islamique est une kleptocratie criminelle qui n'hésite pas à tuer ses propres ressortissants. Et les Iraniens ne sont pas dupes. Ils savent à qui ils ont affaire. Ils savent qu'il n'y a aucun espoir dans ce régime. Juste un dernier mot. Le régime iranien a toujours tué. Et d'une manière générale, il y a même eu des périodes beaucoup plus violentes, comme en 1988, où 30 000 personnes ont été exécutées par le régime. Donc, ce n'est pas nouveau, le fait que le régime iranien tue. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que Ali Khamenei a 85 ans. Et qu'il n'a pas du tout envie que sa fin de vie soit associé, soit surtout embêté par un modéré qui viendrait lui donner des leçons d'économie ou le contredire. Donc il a envie que ces dernières années de règne et de qu'il a envie d'une courroie de transmission au ministère à la présidence de la République iranienne. Quelqu'un qui lui ressemble. Raisi lui ressemblait. Qui était le cas avec Raisi. Qui était une caricature de lui-même. Ce qui est nouveau dans la République islamique, vous avez parfaitement raison, la République islamique a toujours tué, même au début, il a plus tué que maintenant, elle n'ose pas le faire. Ce qui est nouveau, c'est que depuis 2019, la relation entre le pouvoir et la société est coupée. C'est vrai. Et là, le régime ne négocie plus. Le régime, la seule réponse qu'il sait donner, c'est la violence. C'est ça la différence. Et c'est pourquoi je dis la République islamique s'est radicalisée. Et c'est un régime radicalisé qui n'a plus du tout relation avec sa propre société. C'est un régime qui est tantôt fragile parce qu'il n'y a pas d'assises populaires, mais en même temps un régime qui tue et qui s'oppose, en fait, qui s'installe sur ses bras armés, quand même, c'est un régime qui dure. Et pour cette raison, j'ajouterai juste un élément, c'est que je trouve que le prochain président doit être pour le régime encore plus rude. C'est-à-dire, en fait, c'est comme un système de mafia. En fait, les films de mafia, on va dire, le recrutement se fait par celui qui était vraiment le plus grand tueur, en fait. Donc, il doit faire autant de crimes pour être accepté par le régime. Parce que le seul moyen maintenant pour gérer l'Iran, effectivement, c'est ce que vous avez dit, c'est la violence, pas plus que ça. On a Eric du coup qui se demande peut-on s'attendre à une révolution du coup en Iran avant les élections? Mais la révolution est permanente en Iran, comme dans tous les pays révolutionnaires. On l'a vu en Algérie, on le voit en Iran. Pardon, non, mais Anthony, oui, sans doute. Mais les jeunes qui ont essayé de manifester, de faire la révolution pendant 2 ans, ils n'ont pas réussi. Non, mais attendez. Ce qui est caractéristique des pays révolutionnaires, c'est que d'une part, le peuple a appris à manifester et à tenter de s'imposer, mais le régime qui a récupéré la révolution, qui vient lui-même de ce mouvement révolutionnaire, c'est comment les mater. On le voit en Algérie. L'Algérie manifeste tous les 10 ans. Tous les 10 ans, ces manifestations aboutissent à un échec. Ou aboutissent, on l'a vu avec le mouvement Hilak, par exemple, le dernier. On a un peu le même processus aussi en ce moment en Égypte. Vous avez régulièrement des manifestations, où petit à petit, les peuples apprennent et finalement, les régimes tombent. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que pas de révolution avant les élections en Iran. Déjà, parler de révolution est quand même assez osé, parce qu'une révolution se juge après Alors, on va voir une fois que le régime tombe. Régis, ce qui se passe en Iran, il y a des révoltes successives. Il y a des révoltes successives. Magnifique, d'ailleurs.
Mais est-ce que vous pensez que... Parce que là, moi, la question moi, que je pose, c'est que oui, c'est un peuple révolutionnaire, d'ailleurs, clairement. Mais malheureusement, par rapport à ce qui s'était passé en 2022 ou même en 2019, je crois que l'Occident n'a pas soutenu ces révolutions. C'est ça, moi, pour moi, mon ressenti. Parce que, effectivement, entre la négociation concernant le projet nucléaire, la diplomatie des otages, que l'Iran excelle et qu'elle fait énormément avec les Européens, les pays n'arrivent pas, en fin de compte, et surtout l'Occident, je parle de l'Occident, à soutenir clairement les manifestations en Iran. Et on l'a vu dans plusieurs phases. En 2009, Barack Obama aux États-Unis, il a refusé clairement un soutien vers l'Iran. Plus que ça, c'est lui qui a signé l'accord nucléaire avec l'Iran. Il était critiqué par toute la région du Moyen-Orient, notamment les pays du Golfe. Et il a aussi, en ce moment-là, même pendant la période de Donald Trump, qui se manifestait comme étant un ennemi du régime iranien, mais il n'a rien fait contre ce régime. On a aussi des téléspectateurs qui voudraient qu'on revienne un petit peu aussi sur le portrait, le parcours du président décédé. C'est le cas de Nicolas, il nous écrit pourquoi ce président iranien était surnommé le boucher de Téhéran. Est-ce qu'on peut un petit peu réexpliquer tout ce qu'il a fait en Iran? Voilà, en été 87, quelques 7000, les chiffres exacts ne sont pas encore, entre 4000 et 7000 détenus qui étaient en train de purger leur peine, qui ont été jugés. Ils ont été sommairement exécutés dans la prison d'Evin de Téhéran. Et ça, c'était signé Ebrahim Raisi, celui qui est mort hier. Il faisait partie d'une équipe de 4 personnes, qui ont signé l'arrêt de mort de 7000 détenus dans les prisons, des jeunes, des adolescents. Et c'est pourquoi, depuis, on le surnomme le boucher de Téhéran. Et quand il a été élu, c'était vraiment une élection complètement boycottée, parce que les Iraniens ne comprenaient pas comment un criminel contre l'humanité, c'est un criminel contre l'humanité, comment un criminel pourrait être élu en tant que président de la République. Et c'est pas nouveau. Quoi cette cellule, Anthony, dont vous parliez il faisait partie d'une cellule. On va prendre un petit peu de temps. À 18 ans, il entre dans la Révolution. Il suit le mouvement révolutionnaire. À 20 ans, il est nommé procureur. Ensuite, il grimpe tous les échelons du régime. C'est un idéologue absolument sans aucune faille. Il suit la wilayat al-Fakri c'est-à-dire la définition même du régime par Khomeini. Il fait partie de toutes les étapes du régime et il finit par devenir, en grimpant les échelons, par devenir un des membres les plus importants de la justice révolutionnaire théologique, islamique, iranienne, et finit par faire partie d'un panel de ponte du régime. Vous aviez un peu de tout. Vous aviez de 4 personnes qui, à la suite d'une fatwa émise par l'ayatollah Khomeini en 1987, a suivi aveuglement cette fatwa qui consistait en fait à faire abattre tous ceux qui, dans les prisons iraniennes, refusaient d'abjurer leur croyance. C'était ça. Vous en avez effectivement 7 à 8 000 qui ont disparu à Téhéran. On lui en attribue 5 000 personnellement. Et il y en a 30 000 comme ça qui ont disparu dans les prisons iraniennes en 1987 et 1988. 30 000 exécutés sommairement d'une balle dans la tête ou pendus à des crocs de boucher dans les prisons iraniennes. Voilà. La cellule s'appelle la cellule de la mort. C'était la commission de la mort. Et d'une certaine manière... Atemarg. Et il était l'une des 4 personnes sur Téhéran. De Téhéran. Et Atemarg, c'était la commission de la mort. Et c'est ça qu'il a. Et donc, en fait, il n'a ensuite jamais cessé d'être récompensé, monté dans les échelons, jusqu'à finalement se présenter une première fois, puis une première fois où il a été battu au présidentiel, puis une deuxième fois où il a été élu simplement parce que le guide suprême Ali Khamenei, il avait ainsi décidé qu'il voulait un homme qui lui ressemble, ou du moins qui lui ressemble idéologiquement, à la présidence de la République islamique. Alors, pour revenir à l'actualité et à cet accident, on a Nicolas qui demande aussi que risquent là les personnes actuellement qui manifestent leur joie après la mort du président. Tout. Gros, ils risquent tout. L'année dernière, pendant les révoltes de Mahsa Amini, les révoltes qui ont suivi la mort de Mahsa Amini, les Iraniens ont vu ce que les Israéliens ont vu le 7 octobre. Les mêmes crimes, le même mode opératoire s'est effectué pendant plusieurs mois. Ce que les Israéliens ont vu, c'était
en une seule nuit. Ce que les Iraniens ont vu, c'était étalé sur plusieurs mois. Ce qu'on a fait avec Niko Shokarami, la jeune adolescente de 14 ans, 16 ans, je ne sais pas, elle a été enterrée sans dents. On avait cassé ses dents. En fait, ce que nous avons vu le 7 octobre sur les images des écrans, c'était la vie des Iraniens pendant 7 mois. C'est pourquoi, en fait, cette vague de sympathie et de solidarité de la part du peuple iranien envers les Israéliens. Ce n'était pas par des calculs politiques, c'était tout simplement, ils ont identifié le même mode opératoire chez les gens du Hamas que les Pasdaran qui ont fait subir ce genre de crime aux Iraniens. On a aussi Eric qui nous écrit « L'histoire de l'humanité a démontré que lorsqu'une dictature a plus d'une dizaine d'années d'existence, l'idéologie et le dogme sont profondément ancrés dans les mentalités. Pensez-vous que les Iraniens et les Iraniennes pourraient se défaire seuls de ce régime, c'est-à-dire Excellente question, parce que l'idéologie fonctionne pendant certains temps, dans une courte temps. À partir de certains temps, l'idéologie ne fonctionne plus. Après la mort de Khomeini, la République islamique n'était plus une idéocratie, parce que son idéologie n'était pas opérante à la fin de la guerre Iran-Irak. C'est là où la République islamique est basculée dans la kleptocratie. Younes, vous vouliez réagir, non? Non, mais moi, je suis d'accord sur ce point-là. Je rajouterais peut-être un élément, c'est que effectivement, c'est un pays qui est en crise depuis des années. C'est sûr, c'est rien de nouveau par rapport à une crise économique, sociale, politique. Et aujourd'hui, l'événement, c'est une crise de gouvernance. Et la question, Younes, c'est pensez-vous que les Iraniens et les Iraniennes pourront se défaire seuls de ce régime sans aide extérieure? La théorie de régime change qui a été adoptée par les Américains pendant des années, elle a eu un succès dans le monde arabe, mais n'a pas eu de succès en Iran. Maintenant, il faut voir peut-être une autre façon, sachant bien, comme je vous l'ai dit, c'est un régime, sa vraie force, c'est qu'il a des fortes alliances. Et ça, on ne doit pas négliger. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de la Russie ou de la Chine, c'est quelque chose de très important. Et je rajouterai un autre élément, c'est la relation et l'hypothèse avec l'État islamique, avec le Daesh, oui, il y a Daesh, qui était mobilisé à un certain moment comme étant un adversaire, qui a même fait des attentats en Iran. Donc, quand il veut adresser un message contre un adversaire, c'est soit Israël, soit l'État islamique, mais en même temps, il bénéficie d'un grand soutien de la part de la Russie et de la Chine. Pour répondre à cette question, c'est mon dernier mot. Pour répondre à cette question, je dis tout simplement, aujourd'hui, le peuple iranien n'a pas la force de résister face à un régime qui est armé jusqu'aux dents. Seul, vous dites. Non, elle a besoin. Les Iraniens ont besoin d'aide de la communauté internationale. D'abord, ça n'a jamais marché, l'aide de la communauté internationale. Ça n'a jamais accéléré les révolutions ni fait tomber les régimes. C'est pas ça. L'Iran est un grand peuple. Les Iraniens sont un grand peuple millénaire qui essaye de montrer qui essaye au travers de tas de régimes, de montrer leur importance régionale donc je pense pas du tout à la thèse. Je suis en train de parler de la révolution et je suis en train de vous dire que la société iranienne est dans une impasse. Ce n'est pas avec ces jeunes, les amans nus qui vont dans les rues et qui se font tuer, qui se font tabasser, que ce régime criminel va tomber. On est en train de dire exactement la même chose. Attendez, juste une petite... Il reste une minute. Non, il est important de souligner que le régime iranien ne repose pas sur rien. Son architecture est chiite, elle repose aussi sur une tradition millénaire du chiisme iranien. Ça fait longtemps que c'est terminé. Peut-être que ça fait longtemps que c'est terminé, mais pendant au moins 30 ans de son histoire, ça a pu expliquer que la partie la plus rurale du pays, par exemple, ait continué à soutenir la le partie régime. rurale de l'Iran représente un quart de la population iranienne. 75% de la population iranienne vit dans les villes. Ok. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que ce régime ne repose pas sur rien. Totalement. Il y a quand même une tradition millénaire du chiisme que le régime islamique essaye de reprendre à son compte. Et en fait, il essaye de reprendre à son compte une partie de l'histoire de l'Iran. Ça ne fonctionne plus, je suis bien d'accord avec vous. Ça ne justifie pas forcément. Ouais. Et ça ne justifie pas la répression, mais c'est en partie pour expliquer pourquoi ce régime perdure. Une question, un mot pour répondre. On a le temps ou pas? Est-ce qu'on a le temps peut-être une... Ah non, on n'a pas le temps. On continue, on avance. Voilà. Merci beaucoup, Anthony. Merci, monsieur. Merci, madame. Merci à vous.